Le morceau de papier froissé gisait sur le comptoir de la cuisine comme une condamnation à mort, les bords déchirés à force de l'avoir serré. Les mots brûlaient encore dans son esprit, chaque lettre gravée dans sa mémoire comme des cicatrices incurables. J'en ai fini avec toi, et je prends tout. N'essaie pas de me contacter. Tu n'as jamais été assez. L'écriture était bien la sienne, ce même gribouillage désordonné qui servait autrefois à écrire des mots d'amour, et qui détruisait maintenant son monde avec une précision chirurgicale. Jasmine se tenait dans le silence de ce qui était autrefois leur maison, mais qui ressemblait désormais à une scène de crime. Le réfrigérateur ronronnait comme d'habitude, l'horloge murale égrenait les secondes, quelque part au loin, un chien aboyait. Des bruits normaux d'un mardi matin normal, sauf que plus rien ne serait normal. Elle regarda autour de la cuisine où ils partageaient autrefois le petit déjeuner, où ils riaient devant des toasts brûlés et se disputaient pour savoir qui faisait la vaisselle. Maintenant, elle semblait vide comme un décor de cinéma, après que la caméra ait arrêté de tourner. Ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à tenir le mot. 23 ans. 23 ans de mariage, de vie commune, de foi en l'éternité. Envolés en 11 mots griffonnés sur un cahier et laissés près de la cafetière comme une liste de courses. Elle aurait voulu rire de l'absurdité de la situation, mais le son qui en sortit ressemblait davantage à un sanglot entrecoupé. La maison autour d'elle racontait l'histoire de leur vie commune. Des photos de mariage souriaient sur la cheminée, des souvenirs de vacances encombraient les étagères, et la courte pointe de sa grand-mère pendait encore au dossier du canapé. Mais quelque chose clochait dans l'image. Il lui fallut un moment pour comprendre ce que c'était, des espaces. Des espaces vides là où se trouvaient autrefois des choses. Son ordinateur portable avait disparu du bureau. Son fauteuil préféré semblait nu sans le coussin qu'il utilisait toujours. Sa voiture n'était probablement plus dans le garage. Elle parcourut chaque pièce comme un détective sur une scène de crime, cataloguant ce qui manquait. Ses vêtements avaient disparu du placard, mais il avait laissé les siens traîner là, tels des fantômes solitaires. Son côté du comptoir de la salle de bain était vidé de toute trace. Brosse à dents, rasoir, eau de Cologne. Tout avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Mais ses affaires étaient restées, rangées exactement comme elles l'avaient toujours été, ce qui, d'une certaine manière, aggravait les choses. Comme s'il lui disait qu'elle pouvait rester dans cette maison, dans cette vie, mais qu'elle devrait la vivre seule. La chambre était la plus difficile à regarder. Leur lit, et non plus le sien, était fait avec une précision militaire. Il avait toujours été soigné, mais là, c'était différent. C'était définitif. Elle s'assit au bord et essaya de se souvenir de la dernière fois où ils avaient été heureux ensemble. Vraiment heureux, pas seulement en faisant semblant. Le souvenir était flou, comme essayer de se souvenir d'un rêve au réveil. Son téléphone avait vibré toute la matinée, mais elle n'arrivait pas à le regarder. Probablement le travail, se demandant où elle était, des amis prenant de ses nouvelles, peut-être même des messages de lui. Mais elle n'était pas encore prête à tout ça. Elle avait besoin de s'asseoir dans cet instant, dans cette douleur, et de la ressentir pleinement. Parce que quelque chose lui disait qu'une fois qu'elle commencerait à bouger, qu'elle s'occuperait des choses pratiques, elle ne pourrait jamais revenir en arrière et se briser. Le mot était toujours dans sa main, maintenant trempé de sueur et de larmes. Elle le relut, cherchant un indice qui lui aurait échappé, un indice que tout cela n'était qu'une erreur ou une plaisanterie cruelle. Mais les mots étaient clairs et cruels dans leur simplicité. Aucune explication, aucune excuse, aucune reconnaissance des décennies passées à construire leur vie ensemble. Juste un licenciement, comme si elle était une employée licenciée. Elle pensait appeler sa sœur sa meilleure amie, sa mère. Mais que dirait-elle? Comment expliquer que votre mari de 23 ans vous ait laissé un mot de rupture comme une adolescente? Comment admettre que vous n'aviez rien vu venir, que vous étiez si aveugle au problème de votre mariage que son départ vous a fait l'effet d'un coup de foudre par beau temps? Le soleil montait maintenant, filtrait par la fenêtre de la cuisine et mettait en valeur les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Les gens normaux vaquaient à leurs occupations habituelles, allant au travail, déposant leurs enfants à l'école et se plaignant des embouteillages. Elle enviait leurs problèmes ordinaires. Elle aurait tout donné pour revenir à la veille, quand sa plus grande préoccupation était de savoir quoi préparer pour le dîner. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il ne restait plus qu'à avancer vers un avenir qu'elle n'avait jamais planifié et qu'elle n'avait jamais désiré. Elle plia soigneusement le mot et le rangea dans le tiroir à bric-à-brac, à côté des vieilles piles et des stylos cassés.
Peut-être qu'un jour elle le jetterait, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était comme la preuve de quelque chose, même si elle ne savait pas encore quoi. Le silence dans la maison la gênait. Elle alluma la radio, mais la première chanson qui passa était une de leurs chansons de mariage, alors elle l'éteignit. Certains jours, l'univers avait le sens de l'humour. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Elle se prépara une tasse de café, les mains plus fermes, et s'assit à la table de la cuisine. La même table où ils avaient mangé des milliers de repas ensemble, où ils avaient fait leurs impôts, planifié leurs vacances et discuté d'argent. Là-haut, la semaine dernière, il l'avait embrassée avant de partir au travail et lui avait dit qu'il prendrait du lait en rentrant. Avait-il déjà planifié cela? Lui avait-il menti en faisant ses listes de courses? Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme une tornade, chacune en entraînant 10 autres. Mais sous toute cette confusion et cette douleur, quelque chose d'autre commençait à naître. Quelque chose de dangereux et d'inconnu. Quelque chose qui ressemblait au début d'un plan. Le cabinet de l'avocat sentait le cuir et la déception. Jasmine était assise en face de Patricia Williams, une femme que sa sœur lui avait recommandée, essayant de comprendre des mots comme « partage des biens »,« pension alimentaire ». Alors que la veille encore, sa plus grande préoccupation était de savoir s'il fallait planter des roses ou des marguerites dans le jardin de devant. Le bloc-notes devant Madame Williams était couvert de notes, de chiffres et de ce qui ressemblait à des plans de bataille. La bonne nouvelle, c'est que votre nom est sur tout, dit Madame Williams d'une voix ferme et professionnelle. Maison, voiture, compte bancaire, investissement. Dans cet état, cela vous donne un avantage considérable. Elle leva les yeux de ses notes, l'air sérieux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il avait clairement planifié tout ça. Vider des comptes joints, emporter des objets de valeur, partir sans discussion. Voilà qui suggère une préméditation. Jasmine hocha la tête, même si elle n'était pas sûre de tout comprendre. 3 jours plus tôt, elle était mariée. Elle se retrouvait alors dans le cabinet d'un avocat, apprenant ses droits dans le cadre d'un divorce qu'elle n'avait jamais souhaité. La transformation lui semblait surréaliste, comme celle de voir la vie de quelqu'un d'autre se dérouler sur un écran de cinéma. « A-t-il essayé de vous contacter » demanda Madame Williams. « Non, rien. C'était comme s'il avait disparu. » La voix de Jasmine lui semblait étrange. Son téléphone tombe directement sur la messagerie. Son travail indique qu'il a pris un congé prolongé. Même son frère ne sait pas où il est. Madame Williams a pris une autre note. Nous devrons localiser son emplacement pour la signification des documents. En attendant, je veux que vous changiez tous vos mots de passe, vos cartes bancaires, vos cartes de crédit, tout. Notez également tout ce qui manque de valeur à la maison. Prenez des photos si vous en avez. Le trajet du retour m'a semblé plus long que d'habitude. Chaque repère familier, l'épicerie où ils faisaient leurs courses ensemble, le restaurant où ils fêtaient leurs anniversaires, le parc où ils se promenaient autrefois, lui semblaient désormais des monuments d'une vie révolue. Elle s'engagea dans son allée et resta assise un long moment dans la voiture, contemplant la maison qui devait être leur foyer permanent. À l'intérieur, elle commença la tâche que Madame Williams lui avait confiée. Il parcourait la maison avec un carnet où il notait tout ce qui avait disparu. La montre de son grand-père avait disparu. Le système audio coûteux qu'ils avaient acheté à Noël dernier avait disparu. Le service à thé en argent de sa grand-mère, qu'il avait toujours admiré, avait disparu. Chaque objet manquant lui semblait une nouvelle petite trahison, une preuve supplémentaire qu'il préparait cela depuis plus longtemps qu'elle ne le pensait. Le plus dur, c'étaient les photos. Il avait pris toutes les photos de lui seul, mais les avait laissées à tous les deux. Elle contemplait leurs photos de mariage, essayant de réconcilier l'homme qui lui avait promis de l'aimer pour toujours avec celui qui avait laissé un mot cruel et disparu. Sur les photos, il semblait heureux, sincèrement heureux. Était-ce une mise en scène? Ou quelque chose avait-il tellement changé que l'homme sur ces photos n'existait plus? Son téléphone sonna et la fit sursauter. C'était sa sœur qui appelait pour la 3e fois de la journée. Comment s'était passée l'affaire de l'avocat? La voix de Sarah était douce mais inquiète. Bien, je pense. Compliqué, mais bien. Jasmine était assise sur le canapé, entourée d'albums photos. Elle dit que j'ai des droits, qu'il ne peut pas tout prendre et disparaître. Bien sûr que tu as des droits. Vous avez construit cette vie ensemble. Sarah marqua une pause. As-tu mangé aujourd'hui? Cette question fit comprendre à Jasmine que non. Manger lui semblait inutile, comme si son corps fonctionnait autrement que par la faim. Je mangerai quelque chose plus tard. J'arrive. Sarah, tu n'es pas obligée. Je suis déjà dans la voiture.
C'était Sarah qui se précipitait toujours pour réparer les choses. Enfant, c'était elle qui soignait les genoux écorchés et chassait les brutes. Elle essayait maintenant de recoller les morceaux d'un mariage brisé, même si certaines choses ne pouvaient pas être réparées avec des pansements et des câlins intenses. En attendant sa sœur, Jasmine continuait de répertorier les objets manquants. La liste s'allongeait plus qu'elle ne l'avait prévu. Des outils du garage, des livres de son bureau, et même de la bonne vaisselle. Cela dressait le portrait de quelqu'un qui s'était méthodiquement préparé à partir, emportant tout ce qui avait de la valeur, laissant derrière lui le naufrage de sa vie. La sonnette retentit et Sarah fit irruption, portant des sacs de course et une expression de fureur à peine contenue. « J'ai apporté de la soupe, du pain et un peu de ce thé que tu aimes, annonça-t-elle en se dirigeant directement vers la cuisine. Et j'ai quelques idées sur ce qu'on devrait faire de ce pauvre mari. Sarah. Non, écoute-moi. Sarah commença à déballer les courses avec une efficacité agressive. On ne jette pas 23 ans comme des ordures. On n'abandonne pas quelqu'un qui nous a aimés, qui nous a soutenus et qui a fondé un foyer avec nous. Ce qu'il a fait est cruel, lâche et mal. Jasmine regarda sa sœur claquer des canettes sur le comptoir avec plus de force que nécessaire. La colère de Sarah était réconfortante, d'une certaine manière, elle validait des sentiments qu'elle essayait de réprimer. L'avocat dit qu'il avait tout planifié, qu'il y pensait depuis un moment. Bien sûr qu'il l'avait planifié. Tu crois qu'il s'est réveillé hier et a décidé de devenir un monstre? Sarah se tourna vers elle, les mains sur les hanches. C'était calculé. Il a attendu que vous soyez vulnérable, que vous lui fassiez entièrement confiance, puis il a frappé. Talon Serpent. La soupe chauffait sur le feu, emplissant la cuisine d'une odeur de chez-soi et de réconfort. Sarah avait toujours été une excellente cuisinière, même enfant. Elle savait préparer un festin avec les restes et l'amour, tandis que Jasmine brûlait de l'eau et commandait des plats à emporter. Mais aujourd'hui, le simple fait d'être bienveillante était comme une bouée de sauvetage. « Je n'arrête pas de penser que j'aurais dû le voir venir, » dit Jasmine en acceptant un bol de soupe. Quel genre d'épouse ne remarque pas que son mari envisage de partir? Celle qui lui fait confiance. Celle qui croit en son mariage. Sarah S. in face DL, LR plus 2. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça. Ils mangèrent un moment dans un silence confortable, la soupe chaude et réconfortante. Dehors, le soleil se couchait, baignant la cuisine d'une lumière dorée. C'était le genre de soirée qu'elle adorait, où tout semblait paisible et en harmonie avec le monde. Maintenant, je me sentais vide. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda finalement Sarah. « Je ne sais pas. L'avocat dit qu'il faut d'abord le retrouver, lui remettre les papiers. Ensuite, on verra comment tout partager. » Jasmine remuait sa soupe d'un air absent. Tout cela est si clinique, si professionnel. Comme si notre mariage n'était qu'un contrat à rompre. C'est peut-être ce que c'était pour lui. Les mots flottaient entre eux, les mais peut-être vrais. Peut-être qu'alors qu'elle vivait en couple, ils vivaient dans un arrangement. Peut-être que l'amour qu'elle ressentait était à sens unique, une illusion qu'elle entretenait tandis qu'il comptait les jours jusqu'à sa fuite. Mais alors même que cette pensée lui traversait l'esprit, quelque chose en elle s'y opposait. Elle se souvenait de moments, de vrais moments, où son amour lui avait semblé sincère. La façon dont il l'avait serrée dans ses bras après les funérailles de sa mère. Comment il l'avait surprise en lui offrant un voyage d'anniversaire à Paris. Son regard lorsqu'ils avaient acheté cette maison. Ses souvenirs semblaient réels, vrais. Ce qui signifiait que quelque chose avait changé, que quelque chose n'allait pas, et qu'il avait choisi de gérer la situation de la manière la plus cruelle possible. « Je veux qu'il souffre autant que moi, » dit-elle doucement, la surprenant à la première occurrence. Sarah leva brusquement les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire qu'il a pu partir comme il l'entendait, prendre ce qu'il voulait, dire ce qu'il voulait. Il a pu tout contrôler. Je veux qu'il sache ce que ça fait de perdre quelque chose qui lui tient à cœur. Je veux qu'il comprenne ce qu'il m'a fait. » Il y avait quelque chose dans l'expression de Sarah qui ressemblait presque à de l'approbation. « Qu'est-ce que tu avais en tête ?» Jasmine n'en était pas encore sûre, mais pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé ce mot, elle ressentait autre chose que de la douleur et de la confusion. Elle se sentait investie d'un but. Le bureau du détective privé ne ressemblait en rien à ce que Jasmine avait imaginé. Au lieu de l'espace sombre et encombré des films policiers, David Chin travaillait dans un bureau lumineux et moderne, agrémenté de plantes et de photos de famille. Il était plus jeune qu'elle ne l'imaginait, probablement la quarantaine, avec un regard bienveillant derrière des lunettes à monture métallique.
Votre mari s'appelle Robert Sterling, n'est-ce pas? Demanda-t-il, les doigts posés sur son clavier. Et il est parti il y a 5 jours sans adresse? Oui. Il a vidé nos économies communes, pris des objets de valeur dans la maison et m'a laissé ceci. Elle a glissé le mot sur son bureau, observant son expression tandis qu'il le lisait. La mâchoire de David se crispa légèrement. Je vois. Et tu en as besoin pour une procédure de divorce? Ça en fait partie. Jasmine prit une inspiration. Mais je veux aussi comprendre à quoi j'ai affaire. Qui il est devenu? S'il y a quelqu'un d'autre impliqué. Elle y pensait depuis des jours. Le départ soudain, l'efficacité cruelle de la situation, la coupure totale de toute communication. On aurait dit le comportement de quelqu'un qui avait un autre endroit où aller, quelqu'un d'autre vers qui se tournait. Cette pensée lui serra l'estomac, mais elle avait besoin de savoir. David hocha la tête en prenant des notes. J'aurais besoin de quelques informations de base. Numéro de sécurité sociale, numéro de carte de crédit si vous les avez, lieu qu'il fréquente, amis, famille. N'hésitez pas à me fournir toutes les photos que vous pourriez me fournir, surtout les plus récentes. Jasmine était venue préparée. Elle a sorti un dossier contenant tout ce qui pouvait lui être utile. Relevé bancaire, photos, liste de ses amis et collègues, et même ses informations d'abonnement à la salle de sport. En regardant tout cela posé sur le bureau de David, elle réalisa à quel point elle avait dû gérer une grande partie de leur vie commune. Elle connaissait ses mots de passe, son emploi du temps, ses préférences. Que savait-il de son monde intérieur? C'est très complet, dit David en examinant ses documents. Tu ferais toi aussi un bon enquêteur. Il leva les yeux vers elle. Puis-je vous demander pourquoi cela vous semble personnel? Au-delà des raisons évidentes? La question l'a prise au dépourvu. Que voulez-vous dire? La plupart des gens dans votre situation veulent comprendre ce qui s'est passé. Vous semblez vouloir quelque chose de plus précis. Jasmine réfléchit attentivement à sa réponse. Il pouvait contrôler le récit de la fin de notre mariage. Il pouvait décider quand, comment et quoi dire. Il m'a privé de mes choix. Je veux retrouver un peu de ce pouvoir. David l'observa un instant puis hocha la tête. Je peux comprendre cela, mais je veux être clair sur les limites. Je rencontre des gens, je recueille des informations, je documente les faits. Je ne participe pas à des plans de vengeance ni à quoi que ce soit qui pourrait être considéré comme du harcèlement. Je ne cherche pas à me venger. Le mensonge est venu en douceur, la surprenant. Je veux juste comprendre à quoi je suis confronté. Ce soir-là, Jasmine était assise dans sa chambre et fouillait les affaires restantes de Robert. Elle avait évité cette pièce depuis son départ, dormant plutôt dans la chambre d'amis. Mais maintenant, elle devait chercher des indices, tout ce qui pourrait expliquer son comportement ou lui donner un aperçu de ses plans. Le tiroir de sa table de chevet contenait les objets habituels. Lunettes de lecture, chargeur de téléphone et tassette. Mais au fond, elle trouva quelque chose qui lui fit trembler les mains. Un petit carnet oublié lors de son départ précipité. Les pages étaient remplies de son écriture, mais pas du gribouillage désinvolte auquel elle était habituée. C'était une écriture soignée et réfléchie. Liste d'actifs, numéro de compte et date remontant à plusieurs mois. Ses mains tremblaient en lisant. Clôture de l'épargne commune le 15 mars. Transférer son IRA le 20 mars. Rechercher des locations d'appartements. Les entrées dressaient un tableau d'une planification méthodique qui la rendait malade. Pendant qu'elle préparait leurs vacances d'été, il préparait son évasion. Mais l'entrée la plus dommageable se trouvait vers la fin. Prévenir G mardi matin, rencontrer, rompre définitivement, sans discussion. Sous cette encre indifférente, emballer la voiture dimanche soir. Le côté clinique de la situation était époustouflant. Leur mari. Edge s'était terminé non pas par la passion ou la colère, mais par un calcul froid. Elle était G dans son carnet, réduite à une initiale dans sa stratégie de sortie. L'homme qu'elle aimait depuis plus de 20 ans avait fait d'elle un projet à réaliser. Son téléphone vibra, un SMS de David Chin lui parvint. Elle trouva quelques informations préliminaires. On peut se voir demain? C'était rapide, même pour une professionnelle. Son cœur battait la chamade en répondant « oui ». Quel genre d'informations? Mieux vaut en discuter en personne. Mon bureau à 14 heures? Le sommeil ne lui fut pas facile cette nuit-là. Allongée dans la chambre d'amis, elle fixait le plafond et essayait de assimiler ce qu'elle avait appris. Le carnet prouvait que le départ de Robert n'était ni impulsif ni émotionnel, mais une décision professionnelle prise avec précision. C'était d'une certaine manière pire que s'il était parti sous l'effet de la colère ou de la passion. Au moins,
elle aurait pu comprendre qu'il s'agissait d'une faiblesse humaine. C'était une toute autre histoire. Le lendemain matin, elle se fit à nouveau porter malade. Sa supérieure, Madame Patterson, s'était montrée compréhensive jusque-là. Mais Jasmine savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi indéfiniment. Sa vie ne pouvait pas rester en suspens indéfiniment le temps de digérer la trahison de Robert. Mais elle n'était pas encore prête à affronter ses collègues inquiets et leurs questions bien intentionnées. Elle passa la matinée à organiser les notes du carnet de Robert dans une chronologie. La planification avait commencé presque 6 mois plus tôt, juste avant Noël. Elle se souvenait de ses vacances comme étant particulièrement agréables. Ils avaient accueilli la famille de son frère, cuisiné ensemble, échangé des cadeaux attentionnés. Elle était pleine d'espoir quant à leur avenir commun. Pendant ce temps, il préparait le terrain pour son départ. La cruauté de celui-ci était stupéfiante. Chaque sourire, chaque baiser, chaque « je t'aime » durant ces mois n'était que mensonge. Il menait une double vie, jouant le rôle d'un mari dévoué tout en élaborant secrètement sa stratégie de sortie. Elle se demandait s'il ressentait de la culpabilité, un conflit, ou si elle était simplement devenue un obstacle à gérer et finalement à éliminer. Le bureau de David était différent cette fois, chargé d'impatience et d'appréhension. Il lui fit signe de s'asseoir et sortit un dossier d'une finesse décevante. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » commença-t-il. « La bonne nouvelle, c'est que votre mari ne se cache pas très bien. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne se cache pas parce qu'il ne pense pas en avoir besoin. » Il a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs photos. Il longe au Riverside Appartement, rue Oak, à environ 20 minutes de chez toi. J'ai signé un bail d'1 an il y a 3 semaines. Les photos montraient Robert portant des courses, montant dans sa voiture, consultant son courrier. Il avait l'air normal, détendu même. Comme un homme qui commence une nouvelle vie plutôt que comme un homme qui en détruit une ancienne. Il y a plus, poursuivit David. Il n'est pas seul. La photo suivante la frappa comme un coup de massue. Robert marchait main dans la main avec une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Blonde, plus jeune, menue, tandis que Jasmine était grande. Ils riaient de quelque chose, l'air à l'aise ensemble. On aurait dit un couple. Elle s'appelle Amanda Foster. Elle travaille dans son entreprise au service marketing. D'après ce que j'ai pu observer, cette relation dure depuis un certain temps. Ils se côtoient comme 2 personnes qui se connaissent très bien. Jasmine fixait les photos en essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Combien de temps? Difficile à dire avec certitude, mais d'après leur niveau de confort et les publications que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux, je dirais au moins 8 mois. Peut-être plus. 8 mois. Alors qu'elle craignait que leur mariage ne s'essouffle, il tombait amoureux d'une autre. Tandis qu'elle essayait de renouer avec lui, il construisait une vie secrète. La chronologie de son carnet prit soudain plus de sens. Il n'avait pas prévu de la quitter, il avait prévu de partir avec Amanda. Il y a autre chose, dit doucement David. Ils sont fiancés. La pièce semblait pencher. Quoi? Elle porte une bague. Ils allaient acheter des meubles ensemble hier. Ils ne sortent pas seulement avec Madame Sterling. Ils planifient un avenir. Jasmine sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas seulement son cœur, quelque chose de plus profond. Le dernier espoir que tout cela puisse être résolu, que Robert revienne à la raison et veuille arranger les choses. Il ne traversait pas une crise de la quarantaine ni une période difficile. Il avait simplement trouvé quelqu'un qu'il préférait et avait méthodiquement remplacé une vie par une autre. « J'ai besoin de copies de tout, dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne l'était. « Bien sûr. Et Madame Sterling? Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas ce que vous espériez entendre. » Elle rassembla les photos et les documents, les mains étonnamment fermes. En fait, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Devant le bureau de David, Jasmine resta assise dans sa voiture un long moment, à regarder les photos de Robert et Amanda. Ils semblaient heureux ensemble, sincèrement heureux comme elle ne se souvenait pas avoir été avec Robert depuis des années. Peut-être que ça aurait dû la guérir. Au moins, il avait trouvé l'amour, même si ce n'était pas avec elle. Mais au lieu de ça, ça la rendait furieuse. Il avait eu le choix. Il aurait pu lui parler de son malheur, lui suggérer une thérapie, demander une séparation. Au lieu de cela, il avait choisi la tromperie et la cruauté. Il avait choisi de faire d'elle la méchante de son histoire, l'obstacle à son bonheur qu'il fallait éliminer. Mais maintenant, elle détenait des informations qu'il ignorait. Elle comprenait à quoi elle avait vraiment affaire. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar,
Jasmine avait le sentiment d'avoir un certain pouvoir sur la situation. Son téléphone vibra, un message de Sarah lui parvint. Comment s'était passé l'enquêteur privé? Jasmine regarda à nouveau les photos, le sourire de Robert et la bague d'Amanda, et sentit une vague de froid et de détermination s'installer dans sa poitrine. Très instructif, répondit-elle. Il faut qu'on parle. La cuisine de Sarah était devenue leur salle de guerre. Les photos de David Chen étaient étalées sur la table, comme des preuves sur une scène de crime, aux côtés de relevés bancaires imprimés, de la chronologie du carnet de Robert et de documents juridiques de Madame Williams. Sarah faisait les 100 pas, ramassant de temps en temps une photo et émettant des sons de dégoût. 8 mois, répéta-t-elle pour la 3e fois. Il préparait cela depuis 8 mois, pendant que tu essayais de sauver ton mariage. Jasmine était assise à table, étrangement calme maintenant qu'elle connaissait la vérité. Regarde ça, dit-elle en désignant une des photos. Elle porte le collier que je l'ai aidé à choisir pour son voyage d'affaires à Denver. Il a dit que c'était pour le cadeau de départ à la retraite de sa secrétaire. Ce salaud. Sarah a claqué sa main sur le comptoir. Il t'a obligé à l'aider à acheter des bijoux pour sa copine. C'était une torture psychologique. Les pièces du puzzle se mettaient en place, créant un tableau à la fois plus clair et plus douloureux que Jasmine ne l'avait imaginé. Les voyages de week-end devenaient plus fréquents. Les nouveaux vêtements, l'abonnement à la salle de sport, l'intérêt soudain pour la cuisine saine. Elle pensait qu'il traversait une période positive où il prenait mieux soin de lui. Au lieu de cela, il avait impressionné quelqu'un d'autre. Madame Williams affirme que cela nous aide réellement, a déclaré Jasmine, essayant de se concentrer sur les aspects pratiques. L'adultère a une incidence sur le partage des biens dans cet état. Et le fait qu'il ait planifié cela avec autant d'attention démontre une préméditation. Bien, prends-le pour ce qu'il vaut. Sarah s'assit en face d'elle. Mais ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Jasmine regarda sa sœur, lisant de la compréhension dans ses yeux. Que veux-tu dire? La justice, c'est une chose. Mais la justice, alors? S'assurer qu'il comprenne ce qu'il t'a fait? Elles restèrent silencieuses un moment, la question en suspens. Jasmine y pensait depuis des jours, depuis qu'elle avait trouvé ce mot cruel. Robert avait pris le contrôle de chaque aspect de la fin de leur mariage, le moment, la méthode, le message. Il l'avait laissée impuissante et humiliée. Mais maintenant, elle avait des informations qu'il ignorait qu'elle détenait. Je veux qu'il ressente ce que j'ai ressenti quand j'ai trouvé ce mot, dit doucement Jasmine. Prise de court. Impuissant. Comme si sa vie avait été bouleversée sans prévenir. Sarah S.E. Penchanavat. Qu'est-ce que tu avais en tête? Jasmine a sorti son téléphone et a montré à Sarah quelque chose qu'elle avait découvert en faisant des recherches sur Amanda Foster. Elle ne sait pas qu'il est toujours marié. Quoi? Regarde ses réseaux sociaux. Elle a posté une photo la semaine dernière avec la légende suivante. J'ai hâte de commencer notre nouvelle vie ensemble. Elle pense qu'il est déjà divorcé. Et regardez ce message d'il y a 6 mois. Je suis tellement reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un d'honnête et de confiance après ma dernière relation. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit les implications. Elle n'avait aucune idée quelle était l'autre femme. Absolument pas. À sa connaissance, Robert était célibataire lorsqu'ils se sont rencontrés. Il a construit un récit entièrement faux sur sa vie. Jasmine ressentit une satisfaction sinistre à cette découverte. Elle sera probablement aussi dévastée que moi quand elle apprendra la vérité. C'est vraiment génial, dit lentement Sarah. Il va devoir affronter les conséquences de ses mensonges avec vous deux en même temps. Jasmine hocha la tête. Mais il faut faire attention. Je ne peux pas simplement l'appeler et lui dire « Ton fiancé est mon mari ». Elle ne me croira pas et cela donnera à Robert l'occasion de tourner l'histoire à sa façon. Ils passèrent l'heure suivante à planifier. Sarah, avec son expérience en marketing, avait un talent pour la stratégie que Jasmine n'avait jamais pleinement apprécié. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour qu'Amanda apprenne la vérité d'une manière qui ne pourrait être ni ignorée ni expliquée. Le pique-nique d'entreprise, dit soudain Sarah. L'entreprise de Robert n'organisait-elle pas toujours un pique-nique d'été, généralement à cette époque de l'année? Jasmine ressentit une pointe d'excitation. Oui. Le premier samedi de juin. C'est ce week-end. Elle a pris son ordinateur portable et a ouvert le site web de l'entreprise. Le voilà. Riverside Park, de 11h à 16h. Famille, bienvenue. Parfait. Amanda sera là avec lui, probablement en train de rencontrer ses collègues en tant que fiancée. Tout le monde pensera qu'elle est sa femme, ou du moins sa petite amie de longue date.
Le sourire de Sarah était éclatant. Imaginez leur surprise lorsque sa femme apparut. Le plan était élégant dans sa simplicité. Jasmine assisterait au pique-nique comme elle le faisait depuis des années, apportant la salade de pommes de terre que tout le monde complimentait toujours. Elle jouerait le rôle de l'épouse dévouée qui ignorait que son mari l'avait quittée, et qui, comme toujours, était là pour le soutenir. Laissons Robert tenter d'expliquer la situation. Tu devras te préparer à ce que ça dégénère, prévint Sarah. Il sera en colère, gêné, probablement désespéré. Les hommes comme Robert supportent mal l'humiliation en public. Je sais. Jasmine sentit une détermination d'acier s'installer dans sa poitrine. Mais j'ai été humiliée pendant des mois sans le savoir. Je crois que c'est son tour. Cette nuit-là, Jasmine était allongée dans son lit, repensant à samedi. Une part d'elle se sentait coupable d'avoir impliqué Amanda, qui était visiblement autant victime qu'elle de la tromperie de Robert. Mais Amanda avait aussi contribué à détruire un mariage, même si elle l'ignorait. Et surtout, elle méritait de savoir à qui elle était réellement fiancée. Le lendemain matin, une surprise lui était réservée. Madame Williams a appelé pour m'annoncer une nouvelle qui a tout changé. J'ai fait des recherches sur les finances de votre mari, a déclaré l'avocat. Vous n'allez pas apprécier ce que j'ai découvert, mais c'est une information importante. Jasmine se prépara à d'autres mauvaises nouvelles. Laquelle? Il transfère de l'argent depuis plus longtemps que prévu. Au début, de petites sommes étaient transférées sur des comptes à son nom uniquement. Au cours de l'année écoulée, il a retiré près de 200 000 $ de vos comptes joints. Ce montant l'a frappé de plein fouet. $200,000? Comment est-ce possible? De petits transferts, généralement juste en dessous du seuil de déclaration. Très méthodique, très prudent. Cet homme connaît visiblement les règles financières. Madame Williams marqua une pause. Ce n'est pas tout. Il a également contracté des prêts importants sur son plan d'épargne retraite 401K et sur la marge de crédit de votre maison. Une somme qui aurait dû vous être révélée, car Jasmine sentait la pièce tourner. Combien au total? Près d'un demi-million de $. Madame Sterling, votre mari ne vous a pas simplement quitté. Il a systématiquement pillé vos biens matrimoniaux et vous a laissé avec une dette. Après avoir raccroché, Jasmine resta assise, stupéfaite, dans un silence de mort. La trahison était si totale, si calculée, qu'elle en perdit le souffle. Robert n'avait pas seulement trouvé quelqu'un d'autre, il l'avait ruinée financièrement. La maison où elle vivait, la vie qu'elle croyait sûre, tout cela était bâti sur des sables mouvants. Mais peu à peu, la colère a remplacé le choc. Robert se croyait intelligent, pensait avoir tout prévu. Il avait planifié sa stratégie de sortie dans les moindres détails, ne la laissant que dettes et chagrins. Mais il avait commis une erreur cruciale, il l'avait sous-estimée. Jasmine a pris son téléphone et a appelé Sarah. Le plan pour samedi a pris de l'ampleur. Que s'est-il passé? Je t'expliquerai quand tu seras là. Mais Sarah, on ne se contente plus de dénoncer ses mensonges. On dénonce ses crimes. En attendant sa sœur, Jasmine observa la maison d'un œil neuf. Tout ici représentait des années de travail, d'économie et de planification d'un avenir commun. Robert avait volé cet avenir, mais il avait aussi laissé des traces de son vol. Et contrairement à sa trahison émotionnelle, la fraude financière était prise très au sérieux par la justice. La confrontation de samedi ne se résumerait plus à une humiliation publique. Il s'agirait de justice. Une vraie justice, avec de vraies conséquences, qui suivrait Robert longtemps après que l'embarras se soit estompé. Pour la première fois depuis plus d'une semaine, Jasmine sourit. Le pique-nique d'entreprise était exactement comme dans ses souvenirs. Nappe à carreaux rouges et blancs, odeur de barbecue. Enfants courant entre les arbres tandis que les adultes se groupaient en groupes familiers. Elle participait à cet événement depuis 15 ans, apportant sa fameuse salade de pommes de terre et discutant avec les collègues de Robert et leur famille. Aujourd'hui, c'était différent, chargé d'un objectif et d'une énergie à peine contenue. Elle se gara de façon à pouvoir voir le pavillon principal et prit un moment pour se préparer. Elle s'habilla avec soin, la robe d'été bleue que Robert avait toujours dit être sa préférée, ses cheveux coiffés comme il les aimait, son maquillage subtil mais parfait. Elle voulait ressembler à l'épouse dévouée que tout le monde s'attendait à voir, et non à la femme trahie qui complote la chute de son mari. Sarah avait voulu venir pour un soutien moral, mais ils décidèrent qu'il valait mieux que Jasmine apparaisse seule. Plus authentique, plus compatissante. Sarah était postée dans un café de l'autre côté de la rue, prête à aider si besoin.
La salade de pommes de terre pesait lourd dans ses bras tandis qu'elle se dirigeait vers le pavillon. Ses collègues la saluèrent aussitôt. Tom de la comptabilité, Janet des RH, la nouvelle responsable dont elle ne se souvenait plus du nom. Interaction normale, sourires normaux, tout le monde se comportait comme si son monde n'avait pas implosé 10 jours auparavant. Jasmine, te voilà. Carole, du bureau, lui fit signe de s'approcher de la table. Je me demandais si tu viendrais. Robert a dit que tu ne viendrais peut-être pas. Intéressant. Robert avait donc préparé le terrain, préparant des excuses pour son absence potentielle. Oh, je ne raterai pas ça, dit Jasmine d'un ton enjoué. Tu sais comme j'aime voir tout le monde. Elle disposa sa salade de pommes de terre sur la table et accepta les compliments avec grâce, tout en scrutant la foule. Il ne lui fallut pas longtemps pour les repérer. Robert était près du bar, l'air décontracté, vêtu d'un pantalon kaki et d'un polo qu'elle lui avait offert à Noël dernier. Et à côté de lui, Amanda riait de quelque chose qu'il avait dit. Les voir ensemble en vrai était plus difficile que de regarder des photos. Ils avaient une alchimie naturelle, le langage corporel confortable de deux personnes qui ont passé des mois à apprendre le rythme de l'autre. Amanda était plus jolie que les photos ne le laissaient penser, avec des yeux brillants et un sourire contagieux. Jasmine comprenait l'attirance, même si cela la rendait malade. « Est-ce la nouvelle petite amie de Robert ?» demanda Carole en suivant son regard. « Elle a l'air sympa. Je suis contente qu'il sorte à nouveau avec quelqu'un après le divorce. » Le sourire de Jasmine est resté intact. « Après quoi ?» Carole semblait perplexe. « Le divorce ?» Robert a dit que vous vous étiez séparés il y a quelques mois. Très amicalement, a-t-il dit. Sans rancune. Elle marqua une pause pour observer l'expression de Jasmine. « Attends, tu es toujours marié ?»« Oui. » Jasmine garda une voix légère, sur le ton de la conversation. « Très mariée. En fait, je ne sais pas vraiment qui est cette femme. » Le visage de Carole passa rapidement par plusieurs expressions. Confusion, prise de conscience, horreur. « Oh mon Dieu !»« Jasmine, je suis vraiment désolé, je n'en savais rien. Robert a dit à tout le monde que vous étiez divorcés, que c'était réciproque et amical. Depuis combien de temps dit-il ça? Quoi? Depuis Noël au moins. » Carole avait l'air mortifiée. Tout le monde connaît Amanda. Il l'a amenée à la fête de fin d'année et l'a présentée comme sa petite amie. Nous avons tous pensé, « Oh mon Dieu, c'est affreux. » Le dernier élément de la supercherie de Robert s'est mis en place. Il n'avait pas seulement menti à Amanda sur son célibat, il avait menti à tout son employeur sur son divorce. Depuis 4 mois, ses collègues le félicitaient pour sa nouvelle relation, ignorant totalement qu'il commettait l'adultère. « Carole, veux-tu me rendre un service ?» demanda gentiment Jasmine. « Pourrais-tu me présenter Amanda? J'adorerais la rencontrer. » Carole semblait vouloir s'enfuir, mais elle hocha la tête à contre-cœur. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, Jasmine conservant sa bonne humeur apparente tandis que son cœur battait à tout rompre. C'était le moment, celui qui allait détruire les mensonges soigneusement construits de Robert. Robert les vit arriver et son visage devint blanc. Pendant une fraction de seconde, elle vit une panique flagrante dans ses yeux avant qu'il ne tente de reprendre son calme. Mais il était trop tard. Carole faisait déjà les présentations. « Amanda, Yevo. Voudrais te présenter Jasmine Sterling, » dit Carole, la voix tendue par l'inconfort. L'épouse de Robert. Le mot « épouse » flottait dans l'air comme une bombe prête à exploser. Le sourire d'Amanda s'estompa tandis qu'elle assimilait la présentation, son regard passant de Jasmine à Robert avec une confusion grandissante. « Femme, » dit Amanda d'une voix faible et incertaine. « Mais Robert, tu as dit que tu étais divorcé. » La bouche de Robert s'ouvrit et se referma comme un poisson qui halète. « Amanda, je peux t'expliquer? Divorcé? » Jasmine pencha la tête. Image de la confusion innocent. « Oh non, ma chérie. Nous sommes bel et bien mariés. 23 ans en octobre. » Elle a tendu la main à Amanda avec un sourire chaleureux. Quel plaisir de rencontrer enfin une collègue de Robert. Il parle tout le temps du bureau. Amanda fixait la main tendue de Jasmine comme si elle allait la mordre. Autour d'eux, les conversations commençaient à s'apaiser, sentant le drame se jouer. Le visage de Robert était passé du blanc au rouge, la sueur perlant sur son front malgré la douceur du temps. « C'est impossible, » murmura Amanda, mais à ce moment-là, Jasmine voyait la compréhension se dessiner dans ses yeux. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. La réticence de Robert à l'emmener chez lui, sa façon de toujours tout payer en liquide,
pourquoi elle n'avait jamais rencontré ses amis ni sa famille. J'ai bien peur que ce soit très possible. Dit doucement Jasmine. D'ailleurs, j'ai apporté nos photos de mariage pour les montrer à tout le monde. Elles sont dans ma voiture si vous voulez les voir. C'était un mensonge, elle n'avait pas apporté de photos, mais Robert l'ignorait. Il s'avança, la voix pressante et désespérée. Jasmine, qu'est-ce que tu fais là? Nous étions d'accord. Nous étions d'accord. La voix de Jasmine s'aiguisa légèrement. Quand avons-nous été d'accord sur quoi que ce soit, Robert? Avant ou après que tu m'aies laissé ce charmant mot. De plus en plus de gens se rassemblaient, attirés par l'attention. Jasmine reconnut des visages des pique-niques précédents, le patron de Robert, le directeur des ressources humaines, des employés subalternes qui avaient toujours considéré Robert comme un mentor. Tous assistaient à l'effondrement en temps réel de ces mensonges soigneusement construits. Amanda s'éloigna d'eux, le visage pâle. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas possible. Elle regarda Robert avec des yeux désespérés. Dis-moi que ce n'est pas réel. Mais Robert ne pouvait pas parler. Il se tenait figé entre ces deux mondes, les regardant entrer en collision avec une force dévastatrice. L'homme sûr de lui qui avait si méticuleusement planifié sa stratégie de sortie n'avait jamais imaginé ce moment, exposé publiquement sans aucun moyen de contrôler le récit. « J'ai des photos » dit Amanda en sortant soudain son téléphone, les mains tremblantes. « Des photos de nous deux, de notre appartement, de notre bague de fiançailles. » Elle montra le téléphone à Jasmine, comme si la preuve de sa relation avec Robert pouvait faire disparaître son mariage. Jasmine regarda les photos avec un intérêt sincère. « Oh, quelle jolie bague! Robert a bon goût, c'est lui aussi qui a choisi ma bague de fiançailles. » Elle leva sa main gauche, où son alliance brillait encore après 23 ans. En fait, c'est le même bijoutier. Henderson est en centre-ville. Ils accordent des réductions aux clients fidèles. La cruauté désinvolte du commentaire frappa Amanda comme une gifle. Elle fixa la bague de Jasmine puis la sienne, constatant une similitude qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Même sa demande en mariage avait été recyclée, manquant d'originalité et de sincérité. « Tu mens », dit Amanda, mais sa voix manquait de conviction. « Robert m'aime. Nous sommes fiancés. On a un appartement ensemble et on prépare un mariage. »« Oh chérie », dit Jasmine d'une voix pleine de sympathie, à moitié feinte. « Je suis sûr que tu prépares un mariage. Mais Robert ne peut pas t'épouser. Il est déjà marié avec moi. » La foule autour d'eux s'était agrandie, et les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre dans le pique-nique. Jasmine voyait des téléphones sortir, des photos et des vidéos prises. Dès lundi matin, tous les professionnels de Robert sauraient exactement quel genre d'homme il était. Robert avait enfin trouvé sa voie. « Jasmine, s'il te plaît, on peut en parler en privé? En privé ?» Jasmine rit, et il n'y avait rien de gentil dans ce rire. « Comme quand tu as décidé en privé de quitter notre mariage. Comme la façon dont tu as transféré notre argent en secret sur des comptes auxquels je n'avais pas accès. Comme la façon dont tu as annoncé en secret à tout le monde ici que nous étions divorcés. Chaque révélation a fait l'effet d'une onde de choc. » Carole halta bruyamment à l'évocation du transfert d'argent. Le patron de Robert s'avança, l'air sévère. « Robert, est-ce vrai? Êtes-vous marié? » Robert regarda autour de lui le cercle de visages, collègues, subordonnés, son patron, sa petite amie, sa femme. Tous attendaient une réponse qui définirait le reste de sa vie. Quoi qu'il dise maintenant, cela le suivrait à jamais. « Oui, » murmura-t-il. « Je suis marié. » Amanda émit un cri semblable à celui d'un animal blessé. Le téléphone lui glissa des mains et tomba au sol avec fracas, l'écran se brisant sous l'impact. « Tu m'as menti. Pendant 8 mois, tu m'as menti. Amanda, laisse-moi t'expliquer. » « Explique-moi quoi ?» Sa voix montait, attirant l'attention de tout le pique-nique. « Explique-moi comment tu as fait de moi l'autre femme. Explique-moi comment tu m'as rendu complice de la destruction du mariage de quelqu'un. Explique-moi comment tout dans notre relation est basé sur des mensonges. » Elle pleurait maintenant, du mascara coulant sur ses joues. Malgré tout, Jasmine éprouva une pointe de compassion pour elle. Amanda était tout autant victime de l'égoïsme de Robert qu'elle, mais d'une manière différente. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive, » dit Robert avec désespoir. « J'allais te dire que j'attendais le bon moment. » Le bon moment. Le rire d'Amanda était amer. « Quand? Après notre mariage? Après que je sois devenu complice de bigamie. » Le patron de Robert s'est à nouveau manifesté. « Cette conversation doit avoir lieu ailleurs.
Vous perturbez un événement familial. Mais Jasmine n'en avait pas fini. Elle était venue ici avec un objectif et elle comptait bien le mener à bien. En fait, je pense que tout le monde ici mérite de connaître la vérité sur Robert. Surtout qu'il vous ment à tous depuis des mois. Elle se tourna vers la foule rassemblée. Mon mari n'a pas seulement menti sur son divorce. Il vole de l'argent sur nos comptes communs depuis plus d'un an. Près d'un demi-million de dollars, transférés sur des comptes dont j'ignorais l'existence. De l'argent que nous avions épargné ensemble pour notre retraite, pour notre avenir. Les halètements de la foule étaient désormais audibles. Le visage de Robert devint blême. Ce n'était pas le cas de Jasmine. Quoi? Ne pas dire la vérité? Ne pas révéler qui on est vraiment? Elle regarda les visages choqués autour d'elle. Je pensais que vous devriez tous le savoir, puisque vous travaillez avec lui. Puisque vous lui confiez votre entreprise, vos projets, votre réputation professionnelle, le patron de Robert n'était plus seulement sévère, il paraissait furieux. Les irrégularités financières étaient un sujet sérieux dans leur secteur, et Robert venait d'être publiquement accusé de vol par sa propre femme. Robert devra en discuter lundi matin, à la première heure. La foule commençait à se disperser, les gens s'éloignant par petits groupes, les voix chuchotées mais animées. L'histoire allait se répandre au bureau avant la fin du week-end et dans toute l'industrie avant la fin du mois. La réputation de Robert était détruite et tout le monde ici en avait été témoin. Amanda pleurait encore, mais doucement, se serrant dans ses bras comme pour tenter de recoller les morceaux de son illusion brisée. Elle leva les yeux vers Jasmine, les yeux rouges. « Depuis combien de temps le sais-tu? De toi? Depuis quelques jours. De l'argent? Kia. » La voix de Jasmine était douce maintenant. J'ai trouvé son carnet de planification. Il y travaille depuis 8 mois. 8 mois à nous mentir à tous les deux. Amanda firma less you, assimilant less implications. Lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé dans son expression. La dévastation était toujours là, mais la colère régnait en lui. Il m'a confié que son ex-femme était amère et vindicative. Il disait qu'elle essayait de tout lui prendre lors du divorce. « Il n'y a pas de divorce ?» dit doucement Jasmine. « Il n'y en a jamais eu. » Amanda hocha lentement la tête, la compréhension l'enveloppant comme un linceul. Elle se pencha et ramassa son téléphone cassé, le serrant comme un oiseau blessé. Lorsqu'elle regarda de nouveau Robert, son expression était froide. « C'est fini » dit-elle simplement. « Ne m'appelle pas, ne m'envoie pas de SMS, ne viens pas à mon appartement. C'est fini. » Elle s'éloigna sans un regard en arrière, laissant Robert seul au milieu de sa vie détruite. Ses collègues se dispersaient, lui lançant des regards dégoûtés et chuchotant entre eux. Son patron était déjà parti, sans doute pour téléphoner afin de limiter les dégâts. Jasmine observait la scène avec un sentiment d'accomplissement. C'était ce qu'elle avait désiré. Voir Robert assumer les conséquences de ses choix, voir ses mensonges soigneusement construits s'effondrer de la manière la plus publique possible. Il avait voulu rompre définitivement avec leur mariage. Maintenant, il avait une rupture, mais elle était tout sauf nette. Robert la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la haine ou à du respect réticent. « Es-tu satisfaite maintenant ?» Jasmine réfléchit sérieusement à la question. Autour d'eux, le pique-nique reprenait son cours normal, même si le brouhaha des conversations laissait penser que sa confrontation serait le sujet principal du reste de la journée. « J'y arrive », dit-elle finalement. Elle retourna à la table, récupéra son saladier vide et se dirigea vers sa voiture. Derrière elle, elle entendit Robert essayer de récupérer quelque chose des décombres, s'efforçant de s'expliquer auprès des quelques collègues qui n'étaient pas partis. Mais elle ne se retourna pas. La première phase était terminée. Mais elle n'en avait pas encore fini avec Robert Sterling. Loin de là. Cette fois, le cabinet d'avocats Williams, Patterson et Associés avait une atmosphère différente. Au lieu d'être une victime hésitante en quête de conseils, Jasmine est entrée en femme déterminée et pleine de preuves. Le dossier qu'elle tenait contenait tout. Les photos de surveillance de David Shen, le carnet de planification de Robert, les relevés bancaires attestant des fonds transférés et une clé USB contenant une vidéo du pique-nique d'entreprise envoyée anonymement par quelqu'un. Madame Williams leva les yeux de son bureau avec une expression qui ressemblait à de l'admiration. « J'ai entendu parler de samedi. Toute la communauté juridique en parle. Bon ou mauvais ?» demanda Jasmine en s'installant sur la chaise en face de son avocat. Efficace. Humilier publiquement son mari infidèle tout en révélant ses crimes financiers, c'est soit une stratégie brillante,
soit une vengeance spectaculaire. Madame Williams se pencha en arrière. J'espère que c'est une stratégie, car nous devons discuter de l'impact de cela sur votre dossier. Jasmine ouvrit son dossier et commença à disposer les documents. J'ai tout ce qu'il vous faut. La preuve de la liaison, les documents relatifs au transfert financier, la preuve qu'il planifie tout cela depuis 8 mois. Ce que je veux savoir, c'est ce qui va se passer ensuite. Madame Williams a examiné les documents avec un intérêt professionnel. Cela change tout. L'adultère à lui seul nous donne un avantage considérable dans le partage des biens, mais la malversation financière, c'est potentiellement criminel. Il ne s'agit plus seulement d'un divorce, mais d'accusations de fraude. Des accusations criminelles? Jasmine ressentit un frémissement de satisfaction mêlé d'appréhension. Il a déplacé des biens matrimoniaux à votre insu et sans votre consentement, puis a tenté de les dissimuler lors de la dissolution de votre mariage. Dans cet état, c'est du vol. Un vol qualifié, vu les sommes en jeu. Il passe 1 heure à examiner les preuves pièce par pièce. Madame Williams a expliqué comment chaque document serait utilisé, quel type de calendrier ils envisageaient et à quoi Jasmine pouvait s'attendre. La procédure judiciaire serait longue et complexe, mais l'issue semblait de plus en plus certaine. Il y a autre chose dont nous devons discuter, a déclaré Madame Williams en concluant. Restitution. Même s'il est condamné, récupérer son argent pourrait être difficile s'il l'a déjà dépensé. Jasmine y avait pensé. Je ne pense pas qu'il l'ait dépensé. Je pense qu'il comptait l'utiliser pour commencer sa nouvelle vie avec Amanda. Mais maintenant qu'elle l'a quitté, l'argent est peut-être encore accessible. Il faudra agir vite pour geler ses comptes avant qu'il puisse à nouveau transférer les fonds. En quittant le cabinet de l'avocat, Jasmine ressentit une satisfaction sombre. Les procédures judiciaires étaient en cours, et Robert allait bientôt subir des conséquences bien plus graves que l'humiliation publique. Mais il restait encore quelque chose d'inachevé, quelque chose qui rongeait son sens de la justice. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. C'est Amanda. On peut parler? Ils se sont rencontrés dans un café tranquille du centre-ville, loin de tout endroit où Robert aurait pu les chercher. Amanda avait les yeux terriblement rouges et les joues creuses, comme si elle n'avait ni dormi ni mangé depuis samedi. Elle était assise en face de Jasmine, serrant une tasse de café comme une bouée de sauvetage. « J'ai besoin de savoir, » dit Amanda sans préambule. « Quelle part de ce qu'il m'a dit était vraie? À propos de toi, de ton mariage, de quoi que ce soit. » Jasmine réfléchit attentivement à la question. « Que t'a-t-il dit de moi? Que vous étiez froid et distant. Que vous vous étiez éloigné au fil des ans. Que vous étiez plus comme des colocataires que des époux. » La voix d'Amanda était à peine plus qu'un murmure. Vous vouliez tous les deux sortir, mais vous étiez trop à l'aise pour opérer ce changement. La description était blessante, car elle n'était pas entièrement fausse. Leur mariage était devenu confortable, la routine était peut-être même un peu fade. Mais confortable ne signifiait pas sans amour, et la routine ne signifiait pas mort. Il y a du vrai là-dedans, admit Jasmine. On n'était pas parfait, mais je pensais qu'on y arrivait. Je pensais qu'on était ensemble. Amanda hocha la tête, les larmes recommençant à couler. Il a dit que tu sortais aussi avec d'autres personnes. Que c'était un mariage ouvert, sauf en apparence. Non, jamais. Le mensonge était si éhonté qu'il coupa le souffle à Jasmine. J'étais totalement fidèle à mon mariage, même quand ce n'était pas facile. Ils restèrent un moment assis en silence, tous deux digérant l'ampleur de la tromperie de Robert. Il n'avait pas seulement caché son mariage à Amanda, il avait inventé un faux récit qui présentait Jasmine comme tout aussi responsable de leurs problèmes conjugaux. « Je me sens tellement stupide, » murmura Amanda. Il y avait des signes, des choses qui n'avaient aucun sens. Mais je lui faisais confiance et il avait une explication à tout. Quel genre de signes? Il ne m'emmenait jamais chez lui, il disait toujours que c'était trop déprimant, trop chargé de souvenirs. On ne pouvait pas partir en vacances ensemble à cause de la garde compliquée de tes enfants inexistants. Il payait toujours comptant et disait qu'il essayait de reconstruire son crédit après le divorce. Amanda rit amèrement. J'aurais dû m'en douter. Personne n'est aussi secret, à moins de cacher quelque chose d'important. Jasmine ressentit une nouvelle vague de sympathie pour la jeune femme. Amanda avait été manipulée tout aussi minutieusement qu'elle, mais de manière différente. Il est très doué pour rendre les mensonges raisonnables. J'ai renoncé à une promotion pour venir ici, dit soudain Amanda. J'avais une offre d'emploi à Seattle, une très bonne opportunité. Mais Robert m'a convaincu de rester,
me disant que nous avions un avenir ensemble. J'ai refusé pour un homme qui mentait sur tout. Cette révélation a fait naître une idée dans l'esprit de Jasmine. Amanda, quel est ton métier? Marketing. Marketing Digital plus Precisement. Je gère des campagnes sur les réseaux sociaux, ma réputation en ligne, ce genre de choses. Réputation en ligne, répéta pensivement Jasmine. Interessant. Amanda leva les yeux, percevant quelque chose dans le ton de Jasmine. Pourquoi? Parce que Robert est sur le point d'avoir de sérieux problèmes de réputation. Inculpation, disgrâce professionnelle, humiliation personnelle. Le genre de choses qui vous suit à jamais à l'ère d'Internet. Le regard d'Amanda s'éclaira de compréhension. Tu veux t'assurer que tout le monde sache ce qu'il a fait. Je veux m'assurer que la prochaine femme qu'il cible aura une chance de découvrir à qui elle a vraiment affaire. Jasmine S.E. Pincha, Innovant. Vous connaissez ses habitudes, ses préférences en matière de rencontres. Vous connaissez son réseau professionnel, sa présence sur les réseaux sociaux. Tu pourrais t'assurer que son histoire soit racontée fidèlement. Tu parles de le détruire complètement. Moi, je parle de m'assurer qu'il subisse les conséquences de ses actes. Il a détruit ma vie méthodiquement pendant 8 mois. Il a détruit la vôtre en 8 minutes samedi. Tu ne crois pas qu'il devrait comprendre ce que ça fait? Amanda resta silencieuse un long moment, les yeux rivés sur sa tasse de café. Lorsqu'elle leva les yeux, son expression s'était durcie. Que avais-tu en tête? Ils passèrent l'heure suivante à planifier. L'expertise d'Amanda en marketing numérique, combinée à la connaissance intime de Jasmine des vulnérabilités de Robert, créèrent une stratégie à la fois complète et dévastatrice. Il faudrait du temps pour bien mettre en œuvre ce plan, mais les résultats seraient probants et durables. Il y a encore une chose, dit Jasmine alors qu'il s'apprêtait à partir. L'argent qu'il m'a volé était probablement destiné à financer votre vie commune. Ton appartement, ton mariage, ton avenir. D'une certaine manière, tu es autant victime de son vol que moi. Amanda hocha lentement la tête. J'y ai réfléchi. Tout ce que je croyais réel était en fait bâti sur de l'argent volé. Mon avocat dit qu'on pourrait peut-être le récupérer grâce à une procédure pénale. Si c'est le cas, sachez que je ne vous en tiens pas responsable. Vous ne saviez pas d'où cela venait. Mais j'en ai bénéficié. La voix d'Amanda était ferme. L'appartement, les dîners, les voyages, tout cela a été acheté avec de l'argent volé. Je ne peux pas arranger ça, mais je peux m'assurer qu'il paie. Alors qu'ils se séparaient, Jasmine ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis le début de ce cauchemar, l'espoir. Non pas l'espoir d'une réconciliation ou d'un pardon, mais l'espoir d'une justice véritable qui accompagnerait Robert bien après la fin des poursuites judiciaires. Son téléphone sonna alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture. C'était David Sheen, le détective privé. Madame Sterling, j'ai des nouvelles intéressantes. Votre mari vient de demander une avance de fonds sur plusieurs cartes de crédit. Des montants importants, on dirait qu'il cherche à accéder rapidement à des liquidités. Jasmine, effrayée, murmura. C'est possible. Mais le plus intéressant, c'est qu'il a aussi appelé des avocats spécialisés en divorce. On dirait qu'il est enfin prêt à officialiser sa relation. Jasmine sourit d'un air sombre. Robert était enfin prêt à reconnaître leur mariage, mais seulement parce qu'il voulait y mettre fin à ses conditions. Dommage qu'elle ne s'intéresse plus à ses conditions. Continue de le surveiller, dit-elle à David. Je veux savoir où il va, à qui il parle, chacun de ses faits et gestes. Madame Sterling, pour ce que ça vaut, je pense que vous gérez la situation avec brio. En rentrant chez elle, Jasmine songea à tout ce qui avait changé en une semaine. Elle était passée du statut de victime à celui de stratège, de celle d'impuissance à celui de personne déterminée. Robert lui avait appris quelque chose de précieux sur l'importance de la planification et de la patience. Maintenant, elle allait utiliser ces leçons contre lui. La maison lui semblait différente lorsqu'elle y entrait, moins comme une scène de crime, plus comme un quartier général. Elle avait du travail à faire, des projets à mettre en œuvre, une justice à obtenir. Et pour la première fois depuis la découverte de ce mot cruel, elle attendait avec impatience le lendemain. L'assignation à comparaître arriva un mardi matin, délivrée par un huissier au visage sérieux qui fit signer Jasmine à 2 reprises. Elle le lut à sa table de cuisine, la même table où elle avait trouvé le mot de Robert 3 semaines plus tôt, et ressentit une profonde satisfaction en assimilant le langage juridique. Robert Sterling était sommé de comparaître devant le tribunal pour répondre d'accusations de vol, de fraude et de violation de devoirs fiduciaires. Madame Williams avait agi plus vite que prévu. Les comptes bancaires gelés,
les documents financiers saisis, la coopération d'Amanda comme témoin. Tout cela constituait une affaire que le parquet ne pouvait ignorer. Des poursuites pénales étaient engagées, et les problèmes de Robert allaient devenir officiels et publics. Son téléphone sonna. La voix de Sarah était enthousiaste. « Tu as vu les infos? Quelles infos? Channel 7. Ils font un reportage sur la fraude financière dans les divorces. Devinez à qui ils montrent leurs photos d'identité. » Jasmine alluma la télévision et regarda les informations locales. Le visage de Robert était choqué et débraillé, visiblement sur la photo d'une récente arrestation. La présentatrice évoquait une tendance des époux à dissimuler leurs biens lors des procédures de divorce, prenant le cas de Robert comme exemple. Robert Sterling, d'Oak Ridge, a été arrêté hier pour vol et fraude après avoir prétendument transféré près d'un demi-million de dollars de compte conjoint à l'insu de sa femme, a rapporté le présentateur. Sterling, conseiller financier chez Pinnacle Investment Group, se présentait comme divorcé auprès de ses collègues et partenaires amoureux alors qu'il était encore légalement marié. L'histoire était brève, mais préjudiciable. Il y était question de sa profession, de son entreprise et de la nature précise de ses crimes. D'ici ce soir, tout son entourage serait au courant. Demain, ce serait dans tout son réseau professionnel. Amanda avait été très occupée elle aussi. La semaine précédente, elle avait systématiquement documenté la tromperie de Robert sur les réseaux sociaux, rédigeant soigneusement des publications qui racontaient l'histoire sans être passibles de poursuites judiciaires. Des captures d'écran de SMS dans lesquelles Robert avait menti sur son état civil. Des photos de la bague de fiançailles, accompagnées de recherches prouvant qu'elle était identique à celle de Jasmine, illustraient une chronologie de leur relation, ainsi que des preuves de son mariage en cours. Les publications avaient été partagées des centaines de fois, se propageant comme une traînée de poudre dans leurs réseaux professionnels respectifs. Les abonnés d'Amanda, dont beaucoup travaillaient dans le marketing et la communication, avaient relayé le message avec une efficacité clinique. La réputation de Robert n'était pas seulement entachée, elle était systématiquement détruite par quelqu'un qui savait parfaitement comment instrumentaliser les réseaux sociaux. Mais le coup le plus dévastateur était venu d'une source inattendue. Carole, du bureau de Robert, avait contacté Jasmine avec des informations qui ont tout changé. « Je me suis senti très mal à propos du pique-nique », avait dit Carole au téléphone. « J'ai repensé à ce que tu as dit à propos de son vol d'argent. Et je me suis souvenu d'un détail qui ne semblait pas important à l'époque. Carole avait assisté à une conversation entre Robert et son patron au sujet du compte d'un client, quelques mois auparavant. Il y avait eu des irrégularités, des divergences dans les transactions d'investissement, que Robert avait justifiées par des erreurs administratives. À l'époque, tout le monde avait accepté son explication. Mais maintenant, avec la révélation de ses délits financiers personnels, ces irrégularités semblaient bien différentes. « Je pense qu'il volait aussi des clients », avait murmuré Carole. « Je pense que l'argent qu'il vous a pris n'est peut-être pas le seul. » Les conséquences étaient stupéfiantes. Si Robert avait détourné des fonds sur les comptes de ses clients, ses crimes allaient bien au-delà du vol conjugal. Ils étaient entrés sur le territoire fédéral, passibles de peines pouvant aller jusqu'à des décennies de prison. Jasmine avait immédiatement transmis l'information à Madame Williams, qui avait contacté la division des crimes en col blanc du FBI. Assise dans sa cuisine, assignation à comparaître en main, Jasmine comprit que les problèmes de Robert allaient prendre une ampleur bien plus grande que prévu. Ce qui avait commencé comme un abandon cruel avait révélé un comportement criminel susceptible de détruire non seulement son mariage et sa réputation, mais aussi sa liberté. La sonnette de sa porte d'entrée interrompit ses pensées. Par le Judas, elle aperçut un homme en costume coûteux tenant une mallette. Elle ouvrit la porte avec précaution. « Madame Sterling? J. m'appelle James Crawford. Je représente votre mari. » Jasmine observa l'homme qui était apparemment l'avocat de Robert. Il était plus jeune qu'elle ne l'aurait cru, avec une apparence soignée qui laissait présager des honoraires élevés. « Que puis-je faire pour vous, Monsieur Crawford? J'espérais que nous pourrions discuter d'une solution à cette situation. Ma cliente est prête à faire une offre très généreuse. » Son audace était époustouflante. Après 3 semaines de silence, après lui avoir volé son argent et avoir rompu leur mariage, Robert envoyait son avocat négocier. Quel genre d'offre? La restitution intégrale des fonds litigieux, plus un règlement substantiel. En échange, vous accepteriez d'abandonner les poursuites pénales et de signer un accord de confidentialité. Jasmine Fail at Rire.
Vous souhaitez que j'aide votre client à éviter les conséquences de ses crimes en échange de la restitution de l'argent qu'il m'a volé? Mon client maintient qu'il n'y avait aucune intention criminelle. Les transferts d'actifs s'inscrivaient dans le cadre d'une planification financière légitime pendant une période conjugale difficile. Il est prêt à restituer les fonds pour éviter tout malentendu. Malentendu. Jasmine répéta lentement le mot. C'est ça qu'on appelle du vol? Maintenant? M. Crawford S.E. Tortilla. Mal, ALS. Madame Sterling, je pense que vous devriez envisager les avantages d'une résolution à l'amiable. Les procédures pénales sont imprévisibles, chronophages et émotionnellement éprouvantes. Ainsi, vous serez remboursé immédiatement et vous éviterez des mois de comparution devant le tribunal et d'attention médiatique. Votre client bénéficie déjà d'une attention médiatique? C'est précisément pourquoi il est déterminé à résoudre ce problème rapidement et discrètement. Jasmine a invité M. Crawford à entrer et lui a offert un café, qu'il a accepté avec gratitude. Elle souhaitait en savoir plus sur la situation actuelle de Robert, et les avocats ont tendance à en dire plus qu'ils ne le souhaitent lorsqu'ils sont à l'aise. Comment Robert gère-t-il tout ça? Demanda-t-elle en servant du café. Ça a été difficile pour lui. L'arrestation, la couverture médiatique, la suspension de son poste, c'est beaucoup à gérer. Suspension. Pinnacle Investment Group l'a placé en congé administratif dans l'attente de l'issue de l'affaire pénale. Procédure standard lorsqu'un employé est accusé de délit financier. Robert risquait donc non seulement des poursuites pénales, mais aussi la perte de sa carrière. La vie qu'il avait si soigneusement planifiée avec Amanda s'effondrait plus vite qu'il ne pouvait le gérer. Et Amanda? Demanda Jasmine d'un ton innocent. L'expression de M. Crawford se crispa. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. La femme à qui il était fiancé. Celle à qui il a annoncé son divorce. Comment gère-t-elle la situation? Les relations personnelles de ma cliente n'ont rien à voir avec l'affaire juridique en question. Mais son malaise laissait penser le contraire. Jasmine supposait que la documentation très publique d'Amanda sur les mensonges de Robert avait considérablement compliqué le travail de son avocat. Prétendre que les transferts d'actifs étaient une planification financière légitime était une chose. Expliquer pourquoi ces transferts avaient financé une vie secrète avec une autre femme en était une autre. Monsieur Crawford, j'apprécie l'offre de votre client, mais je ne souhaite pas l'aider à éviter les conséquences de ses actes. Madame Sterling, je comprends votre colère. Vous avez parfaitement le droit de l'être. Mais réfléchissez bien à ceci. Si cette affaire est portée devant les tribunaux, chaque détail de votre mariage deviendra public. Chaque dispute, chaque problème, chaque instant privé sera examiné par des inconnus. C'est vraiment ce que vous voulez? La menace était polie, mais c'en était une. L'avocat de Robert disait en substance que si elle n'acceptait pas l'accord, il rendrait le procès aussi humiliant que possible pour elle. C'était exactement le genre de tactique que Robert approuverait, utiliser sa vie privée et sa dignité comme levier. En fait, M. Crawford, je crois que j'aimerais que chaque détail soit rendu public. Je pense que les gens méritent de savoir exactement quel genre d'homme est Robert Sterling. Le sang-froid de l'avocat se brisa légèrement. Madame Sterling, vous Ezra Fletcher. J'ai tout bien pesé. Votre client a eu 8 mois pour réfléchir à ses actes alors qu'il prévoyait de détruire notre mariage et de voler nos biens. Je pense qu'il a suffisamment réfléchi. M. Crawford partit peu après, son offre généreuse rejetée et ses menaces voilées ignorées. Jasmine vit sa voiture de luxe disparaître dans sa rue et ressentit une satisfaction sinistre. Robert fut suffisamment effrayé pour envoyer un avocat, suffisamment désespéré pour offrir une restitution intégrale. Cela signifiait que sa stratégie fonctionnait. Mais elle n'en avait pas fini. L'affaire pénale rendrait justice, mais il y avait d'autres formes de justice à rechercher. Robert avait méthodiquement détruit son sentiment de sécurité, sa confiance, sa foi en leur avenir commun. Il l'avait poussé à remettre en question son propre jugement et sa valeur. Ses blessures mettraient plus de temps à guérir que n'importe quel vol financier. Son téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS d'Amanda et j'ai vu la nouvelle. « Comment vas-tu » Elle a répondu, « Tu vas mieux chaque jour. » Comment se passe la campagne? Viral. Sa réputation professionnelle est pratiquement éteinte à ce stade. Jasmine Surratt. Robert était si fier de sa réputation, de sa place dans la communauté, de sa réussite professionnelle. Il avait travaillé des décennies pour gagner le respect de ses collègues et de ses clients. En quelques semaines, tout avait disparu. Mais le meilleur,
c'était qu'il s'était fait ça tout seul. Chaque mensonge, chaque tromperie, chaque choix cruel avait inévitablement conduit à ce moment. Elle avait simplement contribué à la révélation de la vérité. On sonna à nouveau à sa porte. Cette fois, c'était un livreur avec une grande enveloppe. À l'intérieur se trouvait un autre document juridique. Une demande de divorce déposée par Robert Sterling, invoquant des différends irréconciliables. Jasmine éclata de rire. Après des semaines de refus de reconnaître leur mariage, Robert était désormais impatient d'y mettre fin officiellement. Espérant probablement qu'un divorce rapide faciliterait son affaire pénale, ou peut-être simplement désireux de couper les ponts avant qu'elle ne porte davantage atteinte à sa réputation. Mais il avait commis une erreur cruciale. En demandant le divorce, il avait officiellement reconnu leur mariage, leurs biens communs et ses droits légaux. Il lui avait également ouvert la porte à des demandes reconventionnelles qui allaient lui compliquer encore la vie. Elle appela immédiatement Madame Williams. Robert vient de demander le divorce. Excellent. Cela nous ouvre de nouvelles perspectives. Nous pouvons déposer des demandes reconventionnelles pour détresse émotionnelle, préjudice moral intentionnel et manquement à une obligation fiduciaire. Nous pouvons également demander une pension alimentaire en fonction de l'écart entre vos revenus après 23 ans de mariage. Quel montant? Compte tenu de ces revenus et de la durée de votre mariage, potentiellement conséquent. De quoi aggraver considérablement ses problèmes financiers. Jasmine éprouvait une profonde satisfaction en envisageant l'avenir de Robert. Des poursuites pénales, une disgrâce professionnelle, une ruine financière, et maintenant un divorce qui allait lui ôter tous ses biens. L'homme qui avait si soigneusement planifié son évasion. Mariage allait découvrir que certaines cages étaient plus difficiles à quitter que d'autres. Le Evening News publia un autre article sur le cas de Robert, cette fois axé sur l'enquête du FBI sur d'éventuelles irrégularités dans les comptes de ses clients. Sa photo d'identité judiciaire réapparut, mais cette fois accompagnée d'agents fédéraux transportant des cartons de preuves hors de son ancien bureau. Jasmine éteignit la télévision et s'assit dans le calme de sa maison. 3 semaines plus tôt, elle était une épouse dévastée, prise de court par l'abandon de son mari. Ce soir, elle était une femme qui avait méthodiquement détruit l'homme qui avait tenté de la détruire. La transformation semblait totale, mais elle savait que le meilleur restait à venir. Demain, Robert recevrait sa contre-demande de divorce, ainsi que ses demandes de pension alimentaire, de partage des biens et de dommages et intérêts. Il avait appris qu'échapper à leur mariage ne se résumerait pas à laisser un mot et à s'en aller. La justice, s'avéra-t-il, était un plat qui se servait mieux avec des documents légaux et des sanctions pénales. Les marches du tribunal étaient bondées de journalistes lorsque Jasmine arriva pour la comparution de Robert. L'affaire avait attiré plus d'attention médiatique qu'elle ne l'avait prévu. Un conseiller financier local accusé d'avoir volé sa femme et peut-être ses clients était une nouvelle captivante. Elle traversait la foule avec assurance, vêtue d'un tailleur bleu marine qui reflétait à la fois professionnalisme et respectabilité. Dans la salle d'audience, elle prit place dans la galerie et attendit. Madame Williams était assise à côté d'elle, examinant ses notes et se préparant pour ce qui promettait d'être une audience passionnante. L'affaire pénale était distincte de leur procédure de divorce, mais tout était désormais lié. Robert entra par une porte latérale, flanquée de M. Crawford et d'un autre avocat qu'elle ne reconnaissait pas. Il était terriblement pâle, maigre et nerveux. L'homme sûr de lui qui lui avait laissé ce mot cruel avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui lui ressemblait, un accusé faisant face à de graves accusations. Leurs regards se croisèrent à travers la salle d'audience. L'espace d'un instant, elle vit quelque chose qui ressemblait peut-être à du regret. Mais son expression se durcit et prit le masque familier de ressentiment qu'elle avait aperçu au pique-nique de l'entreprise. Même aujourd'hui, confronté à des accusations criminelles et à la ruine professionnelle, il ne pouvait assumer la responsabilité de ses choix. La mise en accusation fut brève, mais satisfaisante. Le procureur lut l'acte d'accusation. Vol au premier degré, fraude, complot en vue de commettre une fraude et violation d'une obligation fiduciaire. Chaque chef d'accusation était passible d'une peine de prison. Pris ensemble, ils dressaient le portrait d'un comportement criminel systématique allant bien au-delà des problèmes conjugaux. Robert a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, comme prévu. Mais Jasmine remarqua la tension dans sa voix, le léger tremblement de ses mains lorsqu'il signa les documents. L'homme, si confiant dans sa planification, découvrait que les tribunaux pénaux étaient différents des conseils d'administration.
Le juge fixa la caution à 500 000 $, invoquant un risque de fuite dû à l'accès de l'accusé à des biens cachés et à ses antécédents de tromperie. Le visage de Robert devint blême en voyant le montant. Même s'il parvenait à payer sa caution, cela viderait ses liquidités restantes, le laissant ruiné avant même le début du procès. En quittant le tribunal, Madame Williams expliqua la suite des événements. La découverte prendra plusieurs mois. L'accusation examinera chaque dossier financier, chaque compte bancaire, chaque transaction. S'il existe des preuves de vol de clients, des poursuites fédérales seront engagées. Quelles sont ses chances? Pas bonnes. Les preuves sont accablantes et il a un problème de crédibilité. Ses ruses envers vous, Amanda, ses collègues, tout cela dépeint quelqu'un qui ment aussi naturellement que la respiration. Ils passèrent devant les journalistes qui lançaient des questions que Jasmine ignora. Elle n'était pas encore prête à faire des déclarations publiques, mais ce moment viendrait. Pour l'instant, il suffisait de savoir que Robert subissait des conséquences qu'il ne pouvait ni contrôler ni manipuler. Son téléphone a vibré, un appel d'Amanda. J'ai vu le reportage. Comment ça s'est passé? Mieux que prévu. Il avait l'air effrayé. Bien. Il devrait avoir peur. Amanda marqua une pause. Moi aussi, j'ai des nouvelles. J'ai décroché le poste à Seattle. L'offre était toujours valable et ils étaient prêts à me laisser commencer le mois prochain. Jasmine était vraiment heureuse pour cette jeune femme. C'est merveilleux. Un nouveau départ. Oui, j'en ai besoin. Être ici, voir des souvenirs de lui partout, ce n'est pas sain. Mais avant de partir, je voulais m'assurer que notre projet était terminé. Leur projet consistait à documenter systématiquement la tromperie de Robert, diffusée sur les réseaux sociaux et professionnels avec une précision chirurgicale. Le résultat avait été plus efficace qu'il ne l'avait espéré. La réputation de Robert était tellement ruinée qu'il ne travaillerait plus jamais dans la finance, même s'il évitait la prison. Je pense que nous avons accompli notre mission, dit Jasmine. Il ne pourra plus jamais tromper une autre femme comme il nous a trompés. Non, il ne le fera pas. Mais Jasmine, sache que travailler avec toi m'a aidé à gérer ce qui s'est passé. Ça m'a redonné un peu de contrôle. You comprends. Ça a eu le même effet pour moi. Après avoir accroché, Jasmine est rentrée chez elle en voiture, dans des rues qui semblaient différentes maintenant. La honte et l'humiliation qui l'avaient accablée pendant des semaines s'étaient dissipées, remplacées par quelque chose de plus fort et de plus durable. Elle avait pris la pire chose qui lui soit jamais arrivée et en avait fait une démonstration de force. À la maison, elle trouva une autre enveloppe de M. Crawford. À l'intérieur se trouvait une offre de règlement révisé, nettement plus généreuse que la première, restitution intégrale et 200 000 $ de dommages et intérêts en échange de l'abandon des poursuites pénales et de la signature d'un accord de confidentialité. Elle a immédiatement appelé Madame Williams. Il est désespéré, très désespéré. Son dossier pénal est solide, et la procédure de divorce va lui coûter cher. Il essaie de limiter ses pertes. Que lui conseilleriez-vous? Financièrement, c'est une bonne offre. Vous récupéreriez votre argent immédiatement, plus une somme suffisante pour compenser votre détresse émotionnelle et vos frais juridiques. Madame Williams marqua une pause. Mais personnellement, je pense que vous devriez réfléchir à ce que la justice signifie pour vous. L'argent peut être remplacé. Quel précédent cette affaire pourrait-elle créer pour d'autres victimes d'abus financiers? C'est inestimable. Jasmine savait que son avocat avait raison. Accepter l'accord réglerait ses problèmes financiers immédiats, mais permettrait aussi à Robert d'échapper à toutes les conséquences de ses actes. D'autres femmes n'auraient peut-être pas eu cette chance lorsqu'elles ont découvert les trahisons de leur mari. Son argent ne m'intéresse pas, a-t-elle finalement dit. Je veux qu'il reconnaisse ses torts. Nous procédons ensuite aux deux affaires, pénales et civiles. Ce soir-là, Jasmine reçoit une visite inattendue. Michael, le frère de Robert, se tenait sur le pas de sa porte, l'air mal à l'aise et désolé. Elle avait toujours apprécié Michael. Il était plus jeune que Robert, plus honnête et l'avait toujours accueilli avec une chaleur sincère lors des réunions de famille. « Jasmine, je suis désolé de te déranger, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un qui connaît bien Robert. » Elle l'invita à entrer, curieuse de savoir ce qui pouvait l'amener ici. Michael avait été remarquablement absent de tout soutien public à son frère depuis le début des arrestations. « J'essaie de comprendre comment c'est arrivé, » dit Michael en acceptant son offre de café. Le Robert avec lequel j'ai grandi n'était pas capable d'une telle cruauté. Il était parfois égoïste, mais pas méchant. Les gens changent, dit simplement Jasmine. Vraiment?
Ou révèlent-ils simplement qui ils ont toujours été? Michael avait l'air sincèrement troublé. Je n'arrête pas de penser à des signes que j'ai manqués, à des choses qui auraient dû me prévenir qu'il était capable de ça. Quel genre de choses? Vous vous souvenez de la mort de notre père, il y a 5 ans? Robert était l'exécuteur testamentaire. Il y avait des irrégularités dans sa gestion de la succession. Rien de criminel, mais il prenait des libertés avec l'argent qui devait être partagé équitablement entre nous. Jasmine ressentit un frisson. Quel genre de liberté? Il a emprunté sur la succession pour couvrir des pertes d'investissement. Il a promis de rembourser avec intérêt, mais il a fallu 2 ans et une pression constante de ma part pour le contraindre à tenir parole. Michael a secoué la tête. Je me suis convaincu que c'était juste le stress d'un manque de jugement dû à la perte de mon père. Mais maintenant, vous vous demandez si c'était une tendance. Exactement. Et je me demande quels autres schémas j'ai ignorés parce que je ne voulais pas les voir. Ils ont discuté pendant 1 heure avec Michael, racontant des anecdotes qui dressaient le portrait de Robert comme quelqu'un qui s'était toujours senti en droit d'être traité de manière privilégiée, qui avait toujours trouvé des moyens de justifier le fait de prendre plus que sa part. Les délits financiers n'étaient pas une aberration. C'était la conclusion logique d'une vie de petits égoïsmes qui avait dégénéré en quelque chose de monstrueux. Il y a autre chose, dit Michael en s'apprêtant à partir. Maman a demandé de tes nouvelles. Elle est horrifiée par ce qu'a fait Robert, et elle voulait que je te dise que tu feras toujours partie de sa famille, quoi qu'il advienne du divorce. Le message de la mère de Robert était étonnamment touchant. Margaret Sterling avait été une véritable mère pour Jasmine plus que sa propre mère ne l'avait jamais été. Savoir qu'elle pouvait encore compter sur le soutien de Margaret était plus important que tout arrangement que Robert aurait pu lui proposer. Après le départ de Michael, Jasmine était assise dans son salon, réfléchissant à ses habitudes et à ses choix. La trahison de Robert ne s'était pas produite du jour au lendemain. Elle avait pris des années à se préparer, une lente érosion de sa conscience qui s'était accélérée jusqu'à devenir irréversible. Elle se demandait si elle avait pu le voir venir, s'il y avait eu des signes avant-coureurs qu'elle avait ignorés. Mais s'attarder sur ce qu'elle aurait pu faire différemment était désormais inutile. La question était de savoir ce qu'elle ferait à l'avenir, comment elle reconstruirait sa vie après les naufrages de son mariage. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était David Sheen, le détective privé. « Madame Sterling, j'ai des nouvelles intéressantes. Votre mari a tenté de quitter le pays hier. » Quoi? Il a été arrêté à l'aéroport alors qu'il essayait d'embarquer sur un vol pour le Costa Rica. Apparemment, il avait oublié que sa libération sous caution incluait la remise de son passeport. Le juge n'est pas contre. Jasmine ressent une bouffée de satisfaction. La tentative de fuite de Robert confirme tout ce que le procureur avait dit sur le risque de fuite. Cela a également démontré que même maintenant, face à des preuves accablantes et à une condamnation certaine, il cherchait toujours à échapper aux conséquences plutôt qu'à les affronter. Que se passe-t-il maintenant? Audience d'urgence demain matin. Le procureur demande son placement en détention provisoire, ce qui signifie que Robert sera incarcéré jusqu'à son procès. Le lendemain matin, Jasmine était de retour au tribunal, observant Robert face à un juge furieux. Sa tentative de fuite s'était retournée contre lui de manière spectaculaire, confirmant toutes les hypothèses négatives sur sa personnalité et son jugement. « Monsieur Sterling, dit le juge d'un ton sévère, votre tentative de quitter le pays alors que vous étiez en liberté sous caution témoigne d'un mépris total des conditions de votre libération. Cela suggère également que vous continuez à présenter un risque de fuite malgré les assurances contraires de votre avocat. Monsieur Crawford a tenté de sauver la situation. Votre honneur, mon client ne cherchait pas à fuir. Il essayait simplement d'embarquer sur un vol international avec un aller simple, malgré les instructions explicites lui demandant de rendre son passeport. Le juge l'interrompit. Je révoque la caution. Le prévenu sera placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Le visage de Robert devint blanc lorsque l'huissier s'approcha, menottes au poignet. Il parcourut la salle d'audience du regard, désespéré, et trouva Jasmine dans la galerie. L'espace d'un instant, elle vit l'homme qu'elle avait épousé vulnérable, effrayé, cherchant quelqu'un pour le sauver des conséquences de ses actes. Mais cet homme avait fait son choix en lui laissant ce mot cruel. Il avait choisi de régler leurs problèmes conjugaux par la tromperie et le vol plutôt que par une conversation franche. Il avait choisi de l'abandonner plutôt que de travailler avec elle. Maintenant, il allait vivre avec ses choix en prison.
Tandis que Robert était emmené menotté, Jasmine ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois. La paix. Pas vraiment du bonheur, mais le sentiment que l'équilibre de l'univers était rétabli. Robert avait passé 8 mois à détruire méthodiquement sa vie, en toute sécurité. Il allait maintenant passer des mois, voire des années, à vivre sa propre destruction. Devant le tribunal, un journaliste du journal local l'aborda. « Madame Sterling, que pensez-vous de l'arrestation de votre mari ?» Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Jasmine se sentait prête à s'exprimer publiquement. « J'ai le sentiment que justice est rendue. Mon mari a choisi de régler nos problèmes conjugaux par le vol et la tromperie plutôt que par une communication honnête. Il subit maintenant les conséquences de ses choix. Avez-vous un message pour d'autres femmes qui pourraient être dans une situation similaire ?» Jasmine a bien réfléchi avant de répondre. « Faites confiance à votre instinct. Quelque chose ne va pas, enquêtez. Et n'oubliez pas que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas obligé d'accepter d'être maltraité, ni de souffrir en silence. » L'entretien a été bref, mais il a été cathartique. Pendant 4 semaines, elle avait été la victime silencieuse de l'histoire de Robert. Maintenant, elle prenait le contrôle du récit, exprimant sa vérité avec sa propre voix. En rentrant chez elle, Jasmine songea à tout ce qui avait changé depuis ce terrible matin où elle avait trouvé le mot de Robert. De victime, elle était devenue survivante, puis elle était devenue une femme plus forte, une femme qui avait non seulement survécu à une trahison, mais s'était méthodiquement assurée que son traître subisse les conséquences qui lui étaient dues. La maison lui semblait différente lorsqu'elle y entrait, non plus comme une scène de crime ou un quartier général, mais comme un foyer à nouveau. Son foyer où elle pouvait construire l'avenir de son choix. L'avenir que Robert avait tenté de lui voler était de nouveau entre ses mains, et cette fois, elle serait plus prudente quant à la personne à qui elle le confierait. Mais il restait encore du travail à faire. Le procès n'aurait lieu que dans plusieurs mois, et elle comptait bien être présente chaque jour. Robert lui avait appris l'importance d'aller jusqu'au bout des choses. Elle allait maintenant appliquer cette leçon pour s'assurer qu'il réponde pleinement de ce qu'il lui avait fait subir, à elle et à tous ceux qui l'avaient trompé. Le procès commença par une fraîche matinée d'octobre, près de 6 mois après que Jasmine eut découvert le mot de Robert. Le palais de justice était plus animé que lors de la mise en accusation, avec davantage de journalistes et de spectateurs attirés par la promesse de témoignages saisissants sur la trahison, le vol et la tromperie. Jasmine était assise au premier rang de la galerie, vêtue d'un simple tailleur noir qui reflétait à la fois dignité et détermination. Elle se préparait pour ce jour depuis des mois, travaillant avec le procureur pour rassembler les preuves et les témoignages qui raconteraient toute l'histoire des crimes de Robert. La plaidoirie d'ouverture de l'accusation fut accablante. La procureure adjointe Sarah Martinez a exposé la chronologie de la tromperie, dépeignant Robert comme un prédateur calculateur qui avait systématiquement pillé son mariage, tout en planifiant son évasion. Le jury l'a écouté attentivement décrire les comptes bancaires cachés, les actifs transférés et les mensonges élaborés pour dissimuler tout cela. « Mesdames et messieurs du jury, » a déclaré Martinez, « cette affaire est une question de confiance. De la confiance sacrée entre mari et femme, et de la façon dont l'accusé a trahi cette confiance de toutes les manières possibles. Il n'a pas seulement volé de l'argent, il a volé 23 ans de la vie de sa femme, son sentiment de sécurité et sa foi en leur avenir commun. » L'avocat de Robert, Maître Crawford, a tenté de dresser un tableau différent. Il a reconnu des erreurs, mais a insisté sur le fait que les actes de Robert résultaient d'un mariage difficile plutôt que d'une intention criminelle. « Mon client est coupable d'un manque de jugement. Oui. D'avoir mal géré ses problèmes conjugaux, absolument. Mais ce n'est pas un criminel. C'est un homme qui a fait des choix désespérés lors de l'échec d'un long mariage. La stratégie de défense était prévisible, mais imparfaite. Elle consistait à présenter Jasmine comme une participante à part entière à leurs problèmes conjugaux, partiellement responsable des actes de Robert. Mais les preuves ont révélé une toute autre histoire. La première semaine de témoignage a permis d'établir les faits financiers de l'affaire. Les relevés bancaires, l'historique des transactions et les transferts d'actifs ont dressé le portrait d'un vol systématique ayant débuté près d'un an avant le départ de Robert. Des témoins experts ont expliqué comment l'argent avait été déplacé et dissimulé, démontrant un niveau de sophistication suggérant une planification poussée. Amanda a témoigné jeudi, d'une voix ferme et claire, décrivant les mensonges de Robert sur son état civil.
Le jury l'a écoutée avec une sympathie évidente lorsqu'elle a expliqué comment elle avait été manipulée pour croire qu'elle entretenait une relation légitime avec un homme divorcé. Il m'a montré les papiers du divorce, a déclaré Amanda. Ils avaient l'air officiels, avec les sceaux du tribunal et tout le tralala. Je n'ai jamais pensé à les vérifier. Car pourquoi falsifierait-on une chose pareille? Le procureur a présenté des preuves montrant que les papiers du divorce étaient bel et bien des faux sophistiqués que Robert avait créés pour étayer ses mensonges. C'était un nouvel exemple de la supercherie élaborée qu'il avait montée pour entretenir sa double vie. Lorsque Jasmine a témoigné vendredi, la salle d'audience était bondée. Elle redoutait ce moment, mais l'attendait avec impatience. L'occasion de raconter son histoire avec ses propres mots, sous serment, sans que Robert puisse l'interrompre ni la déformer. Martinez l'a guidée à travers la chronologie de leur mariage, les changements progressifs de comportement de Robert et la découverte bouleversante de sa trahison. Jasmine s'exprimait clairement et calmement, regardant de temps en temps le jury pour s'assurer qu'il comprenait l'impact humain des crimes financiers de Robert. Quand j'ai retrouvé ce mot, dit-elle, je n'ai pas seulement perdu mon mari. J'ai perdu le sens des réalités. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie, mon mariage, mon avenir, tout cela reposait sur des mensonges. C'est ça, le vol, dans un cas comme celui-ci. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Il s'agit de voler à quelqu'un tout son sentiment de sécurité et de vérité. Le contre-interrogatoire était brutal, mais prévisible. M. Crawford a tenté de dépeindre Jasmine comme une ex-femme amère et en quête de vengeance, quelqu'un qui a contribué à l'échec de leur mariage par sa froideur et sa distance émotionnelle. N'est-il pas vrai, Madame Sterling, que vous et votre mari vous êtes éloignés au fil des ans? Nous avons traversé des épreuves comme tout mariage de longue durée. Mais j'étais déterminé à les surmonter. N'est-il pas vrai que vous manifestiez rarement de l'affection physique à votre mari? C'est faux. Notre relation physique avait évolué au cours de 23 ans, mais elle n'était pas inexistante. N'était-il pas vrai que vous étiez plus intéressé par votre carrière que par votre mariage? Je travaillais à temps partiel et m'occupais de la plupart des tâches ménagères. Mon mari travaillait à temps plein et voyageait souvent. Je dirais que nous contribuions tous les deux à notre foyer, chacun à notre manière. La stratégie de Crawford s'est retournée contre lui. Au lieu de donner à Jasmine un air vindicatif, ces questions ont mis en évidence la banalité de leurs problèmes conjugaux et l'extrême réaction de Robert. Le jury s'est montré plus compréhensif à son égard après le contre-interrogatoire qu'auparavant. La deuxième semaine a été marquée par des témoignages sur les irrégularités dans les comptes clients, qui ont élargi l'affaire au-delà du simple vol conjugal. Les experts comptables du FBI ont expliqué comment Robert avait utilisé sa position chez Pinnacle Investment Group pour transférer de l'argent de comptes clients vers ses comptes personnels, masquant le vol par des documents falsifiés. L'ampleur des crimes de Robert était stupéfiante. En 3 ans, il avait volé près de 2 millions de dollars sur les comptes de ses clients, usant de méthodes sophistiquées pour dissimuler le vol aux auditeurs et aux superviseurs. Cet argent avait financé son train de vie avec Amanda, son appartement secret et son projet de fuite au Costa Rica. Les anciens collègues de Robert ont témoigné de leur choc à la découverte de ces crimes. Plusieurs ont évoqué la confiance qu'on lui avait témoignée et le fait qu'il avait été envisagé pour une promotion au poste d'associé principal avant son arrestation. Leurs témoignages ont dressé le portrait d'un homme qui avait trahi non seulement sa femme, mais aussi tous ceux qui avaient travaillé avec lui et qui lui avaient fait confiance. Le témoignage le plus accablant est venu de l'ancienne responsable de Robert chez Pinnacle. Elle a expliqué que Robert s'était porté volontaire pour gérer personnellement certains comptes clients, prétextant un meilleur service. En réalité, il avait isolé des comptes plus faciles à pirater sans être détecté. M. Sterling a été très persuasif, a-t-elle dit. Il m'a convaincu que l'attention qu'il portait personnellement à ses comptes était tout simplement exceptionnelle pour nos clients. Je n'ai jamais soupçonné qu'il cherchait à les voler. Lorsque l'accusation a clos son dossier, les preuves contre Robert étaient accablantes. La défense n'avait plus beaucoup d'options, et les tentatives de Crawford pour présenter des témoins de moralité ont échoué lorsque plusieurs personnes invitées à témoigner ont décliné, invoquant leur colère face à la tromperie de Robert. Robert lui-même a choisi de ne pas témoigner, probablement sur les conseils de son avocat. Il était impossible d'expliquer la montagne de preuves, et toute tentative en ce sens aurait exposé Robert à un contre-interrogatoire dévastateur. Les plaidoiries finales ont cristallisé les deux récits concurrents.
Martinez a dépeint Robert comme un criminel calculateur ayant systématiquement trahi tous ceux qui lui faisaient confiance, sa femme, sa petite amie, ses collègues et ses clients. Cet accusé n'a commis aucune erreur, a-t-elle déclaré au jury. Il a fait des centaines de choix délibérés au fil des années. Chaque faux document, chaque fausse déclaration, chaque dollar volé était un choix. Et chaque choix a été fait au service de ses propres désirs égoïstes, peu importe qui était blessé. La plaidoirie finale de Crawford était plus faible, reposant sur des appels à la clémence et des tentatives de minimiser la culpabilité de Robert. Oui, mon client a fait de mauvais choix. Certes, il a mal géré ses problèmes. Mais l'accusation veut vous faire croire qu'il est une sorte de génie du crime, alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'un homme dépassé par les événements et qui a pris des décisions de plus en plus désespérées. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. À leur retour, le verdict fut rapide et sans appel, coupable de tous les chefs d'accusation. Jasmine ressentit un soulagement et une justification profonde à la lecture du verdict. Robert resta assis, immobile, à la table de la défense, le visage pâle et sans expression. L'homme, si sûr de sa planification et de son exécution, se trouvait enfin confronté à une situation qu'il ne pouvait ni manipuler ni échapper. L'audience de détermination de la peine était prévue pour le mois suivant, mais les commentaires du juge laissaient entendre que Robert encourait une lourde peine de prison. Des accusations fédérales étaient toujours en cours pour les vols de comptes clients, ce qui ajouterait probablement des années à la peine qu'il aurait été condamné par le tribunal d'État. À l'extérieur du tribunal, Jasmine était entourée de journalistes qui lui demandaient sa réaction au verdict. Elle s'était préparée à ce moment, sachant que ses paroles constitueraient la dernière déclaration publique dans une affaire qui avait attiré l'attention nationale. « Je suis reconnaissante que justice ait été rendue », a-t-elle déclaré. « J'espère que cette affaire encouragera d'autres victimes d'abus financiers à se manifester et à demander de l'aide. Personne ne devrait avoir à endurer ce que j'ai enduré, et personne ne devrait souffrir en silence. Quelle est votre prochaine étape, Madame Sterling? Je vais reconstruire ma vie. Je vais puiser dans la force que j'ai puisée dans cette épreuve et l'utiliser pour aider d'autres femmes qui se trouvent dans une situation similaire. Cette expérience m'a appris que je suis plus forte que je ne l'aurais jamais cru, et je veux partager cette force avec celles qui en ont besoin. » En quittant le tribunal, Jasmine a ressenti un sentiment d'accomplissement qui lui manquait depuis des mois. Robert passerait des années en prison, sa réputation détruite et son avenir ruiné. Mais surtout, elle s'était prouvé qu'elle n'était pas obligée d'accepter d'être maltraitée, qu'elle avait le pouvoir de se défendre et de gagner. La femme qui avait trouvé ce mot cruel 8 mois plus tôt était dévastée et impuissante. La femme qui quittait le tribunal aujourd'hui n'était ni l'une ni l'autre. Elle avait accepté la pire trahison imaginable et l'avait transformée en une démonstration de force et de résilience. Demain lui apporterait de nouveaux défis. Reconstruire sa vie, guérir du traumatisme, et peut-être même retrouver l'amour un jour. Mais ce soir, elle célébrerait le fait que justice ait été rendue et qu'elle y ait joué un rôle crucial. Robert lui avait appris qu'une planification minutieuse et la patience pouvaient accomplir des choses remarquables. Elle avait appliqué ces leçons contre lui plus efficacement qu'il n'aurait pu l'imaginer. Elle allait désormais les utiliser pour construire quelque chose de mieux que ce qu'elle avait perdu, une vie qui lui appartienne pleinement, protégée par la certitude qu'elle n'accepterait plus jamais d'être traitée comme inférieure à ce qu'elle méritait. 1 an plus tard, Jasmine se tenait dans la cuisine de sa nouvelle maison, regardant le soleil se lever sur un quartier qu'elle avait choisi pour elle-même. La maison était plus petite que celle qu'elle partageait avec Robert, mais chaque pièce reflétait ses goûts, ses besoins, sa vision de ce que devait être un foyer. Les murs étaient peints de couleurs qu'elle aimait, les meubles disposés pour son confort, le jardin planté de fleurs qui la faisaient sourire. L'année écoulée avait été une année de transformation et de guérison. Le divorce avait été prononcé rapidement après la condamnation de Robert. Son statut criminel facilitait le partage des biens, et sa capacité à contester quoi que ce soit était fortement limitée par son incarcération. Elle avait reçu une restitution intégrale plus des dommages et intérêts, de quoi acheter sa nouvelle maison et assurer sa sécurité financière pour l'avenir. Plus important encore, elle s'était découvert des atouts qu'elle ignorait posséder. La femme qui avait été prise de court par la trahison était devenue une personne qui aidait d'autres femmes à traverser des crises similaires. Elle avait commencé à faire du bénévolat auprès d'une association d'aide juridique venant en aide aux victimes de violences financières conjugales,
mettant son expérience à profit pour guider d'autres personnes dans le processus complexe de rétablissement après une trahison financière. Son téléphone vibrait, un SMS d'Amanda, qui s'épanouissait à Seattle. Ils avaient entretenu une amitié née d'un traumatisme partagé et d'un soutien mutuel. La carrière d'Amanda avait prospéré après avoir échappé aux mensonges de Robert, et elle avait récemment été promue directrice marketing régionale de son entreprise. Le message d'Amanda disait « J'ai appris la condamnation fédérale. 15 ans au total. Comment te sens-tu » Jasmine sourit en me répondant, comme si justice était faite. « Comment se passe ton nouveau travail ?»« Génial. Je présenterai mon projet au conseil d'administration la semaine prochaine. Je n'aurais pas pu y arriver sans la confiance que m'avait apporté notre projet. » Leur projet, la destruction systématique de la réputation de Robert, avait été plus réussi qu'ils ne l'avaient imaginé. L'affaire Robert était devenue un avertissement dans les milieux professionnels quant au danger d'une tromperie incontrôlée. Plusieurs entreprises avaient mis en place de nouvelles procédures de surveillance spécifiquement pour prévenir le type de délit financier qu'il avait commis. Mais le résultat le plus satisfaisant n'était pas la chute de Robert, mais la façon dont les deux femmes s'étaient reconstruites après sa trahison. Elles avaient transformé leurs pires expériences en source de force et de détermination. La sonnette de Jasmine retentit, interrompant ses pensées. Sarah se tenait sur le pas de la porte, une bouteille de champagne à la main et un sourire fier. « J'ai apporté du champagne pour fêter ça », annonça Sarah en entrant précipitamment dans la cuisine. 15 ans de prison fédérale, plus les 8 qu'il purge déjà pour des accusations portées contre lui. Il ne pourra pas bénéficier d'une libération conditionnelle avant ses 70 ans. Ils ouvrirent le champagne et trinquèrent comme prévu, mais Jasmine se surprit à penser moins à la punition de Robert qu'à son propre avenir. L'année de procédure judiciaire et de guérison émotionnelle lui avait appris que la vengeance, bien que satisfaisante, n'était pas aussi épanouissante que la reconstruction et l'avenir. « J'ai des nouvelles », dit-elle à Sarah tandis qu'elle s'installait dans le salon. « J'ai été acceptée à la faculté de droit.